Espace TV. Au cœur de la présidentielle ivoirienne. Bienvenue, mesdames et messieurs, si c'est maintenant que vous nous prenez à marche, vous nous suivez à la radio Espace et également sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Avant l'écran pub, nous avons suivi cet élément, ce rappel historique signé Mamadou Saliouba qui est revenu sur toutes les anomalies démocratiques au lendemain de la mort du père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny. Jacques Léwa-Léno, la Côte d'Ivoire vient de loin. La Côte d'Ivoire vient de loin. Et quand on suit l'histoire de ce pays, vous vous rendez compte que c'est l'un des rares en Afrique de l'Ouest francophone et peut-être même en Afrique francophone à avoir réussi une transition en douceur après en respectant les textes, la loi fondamentale. Par exemple, quand vous prenez le Sénégal, ça s'est plutôt bien passé. Senghor n'a pas attendu, si vous voulez, d'être évincé ou bien de mourir. Il a quitté pour laisser le pouvoir même à un proche. En tout cas, il l'a fait. Il n'y a pas eu de coup d'État en Côte d'Ivoire. Houphouët décède. C'est vrai, pendant plusieurs années, 33 ans au pouvoir, il n'y a pas eu d'alternance, mais il meurt. Les Ivoiriens réussissent quand même à respecter, si vous voulez, le transfert de pouvoir selon la constitution, le dauphin constitutionnel, donc Henri Konan Bédié qui arrive. Et finalement, je crois que c'est la gestion du pouvoir, la gestion que Henri Konan Bédié a fait du pouvoir qui a commencé à créer des problèmes. Déjà, le fait que... avec des décisions exclusionnistes. Voilà, c'est le choix de l'ivoirité, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dédouaner le père de l'indépendance qui a quand même gardé autour de lui des grands hommes à qui il n'a donné aucune possibilité de devenir responsable de son vivant. Donc il y avait trop de prétendants quand il mourait. Donc il n'a pas suffisamment préparé cette succession-là. Le fait d'avoir autour de lui Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, des personnalités de taille, l'un qui dirigeait le gouvernement et l'autre qui gérait l'Assemblée nationale, et il fallait se dire qu'il allait y avoir des problèmes parce que c'est difficile d'avoir un consensus lorsqu'il y a des prétentions assez grandes. Donc le choix qu'il arrive à faire, c'est d'écarter un adversaire politique de sa propre famille politique, ce qui va engendrer, n'est-ce pas, des difficultés de gestion jusqu'en 99, ce coup d'État qui va arriver malheureusement, qui est à l'origine de tous les problèmes, je veux dire, que la Côte d'Ivoire a connu finalement, parce que Gbagbo va venir dans les conditions que tout le monde connaît, puisque il ne va pas être déclaré vainqueur par la commission électorale, bien entendu, qui ne fonctionne pas normalement à l'époque-là. Ce à quoi on va assister, c'est à une insurrection, puisqu'il va appeler à une manifestation. Tout de même qui a eu un destin tragique. Une manifestation qui l'aide à prendre le pouvoir. Le père qui est venu balayer la maison. Qui a été balayé dans et des très conditions... mal, c'était tragique et ça s'est répété. Parce qu'à chaque fois que ça se fait, ça se répète. Ça s'est fait avec Gueye. Avec Laurent Gbagbo, ce n'était pas aussi dramatique, mais c'était la même humiliation à laquelle nous avons assisté en 2010. La Côte d'Ivoire, donc, Djiba Milmono, marquée par plusieurs années d'anomalies démocratiques. C'est peut-être le résultat de ces violences qui sont déjà signalées à cette présidentielle du 31 octobre 2020. Justement, il y a une agrégation de tensions et aujourd'hui, vous avez l'effet feedback. J'aimerais revenir par rapport à ce que disait Jacques Léwa-Léno. Je pense que le problème, d'ailleurs, ne vient pas que de la question de l'ivoirité. Chez Vieux-Corps, lorsqu'on parle de Henri Konan Bédié, il faut revenir un peu en arrière. Vous savez, quand même, la Côte d'Ivoire, à un moment donné, a connu un bond sur le plan économique. On disait le miracle ivoirien. On sait que le président Félix Houphouët-Boigny était arrivé à ouvrir le pays, il était porté vers le libéralisme. C'était la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Donc, avec ça, le pays polarisait toutes les attentions. Il y a dans la sous-région, quand même, les citoyens se déplaçaient. La Côte d'Ivoire était vue comme l'Eldorado. Donc, c'est ce qui a occasionné l'arrivée massive des Burkinabés, des Maliens. Donc, avec cette arrivée-là, il y avait quand même
l'économie qui était portée vers le cacao, le café. Donc la terre était importante. Donc les étrangers quand même sont venus, ont occupé une place de choix avec la bénédiction du sage. Donc avec le temps, vous prenez l'élection face à Laurent Gbagbo qui est le candidat historique, parce que le président Houphouët-Boigny, même si on dit oui, il a été le sage. Laurent Gbagbo, c'est un peu l'Alpha Condé de la Côte d'Ivoire. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Depuis le temps du père de l'indépendance, tout à fait. Il était opposant. Il était opposant. C'est vrai qu'il a été historien, écrivain, il est rentré, après il a fait la prison avec sa femme, avec laquelle il a créé le Fonds populaire ivoirien. Donc, Houphouët-Boigny était celui-là qui partait à une élection présidentielle seul, il remportait. Donc, avec la pression sur le plan international, la création du FPI, à un moment donné, il était obligé de conjuguer avec certains partis, d'où la rentrée sur la scène politique, cette fois-ci pour aller aux élections, de Laurent Gbagbo. Et lorsque Laurent Gbagbo a perdu les élections, parce qu'il avait eu 18% à l'époque, si ma mémoire est fidèle, il a crié sur tous les toits pour dire qu'on a réactivé le code de la nationalité. Donc le problème viendrait aussi de là, parce que les étrangers, beaucoup, avaient les mêmes droits civiques que les nationaux. Donc ils ont voté massivement pour Houphouët-Boigny. En retour, ils bénéficiaient de la protection du pouvoir en place. Donc les dissensions avaient commencé déjà à naître entre les étrangers. On les voyait comme des gens qui viennent prendre nos terres, qui prennent nos places. Donc ces tensions étaient quand même là latentes. Le feu continue à courir sous les cendres. Donc c'est avec l'arrivée, je pense, de Henri Konan Bédié, sur la question de la succession. La succession était préparée. Parce que si vous voyez, l'ancien président avait trouvé la mort. Je ne retiens plus son nom, mais lui, il avait trouvé la mort. C'est ainsi que Henri Konan Bédié a pris la tête de la présidence de l'Assemblée nationale. À l'époque, l'actuel président était le Premier ministre. Donc le défunt, quand même, celui qui quand même prenait le pouvoir était celui qui était à la tête de l'Assemblée. Donc la succession, déjà, parce que n'oubliez pas que Henri Konan Bédié était adoubé par le président Houphouët-Boigny. Il le voyait quand même comme son successeur naturel. Oui, certains, comme son fils. Mais pas que lui, Alassane Dramane Ouattara aussi était dans... Vous savez, l'origine d'Alassane Dramane Ouattara posait assez de problèmes. Surtout avec ce code de nationalité qui ne date pas que de l'ivoirité. Donc, vous avez Konan Bédié qui prend le pouvoir, c'est logique parce qu'il était le président de l'Assemblée au moment des faits. Et donc, il réactive cette question déjà qui existe. Ça existait déjà, il suffit de réactiver. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Pour écarter de potentiels adversaires. Notamment Alassane Dramane Ouattara. Parce que si vous prenez la question de l'ivoirité, pour ceux qui nous suivent, c'était de dire, si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, il faut que votre père et mère soient ivoiriens. Donc l'autre avait des origines burkinabées, ce qui a posé problème. On se rappelle un peu des fameuses questions liées et oui ou non. Et non, voilà. Donc c'est une succession. Et où. Donc c'est une succession de situations. Papa et maman. Papa ou maman. Ou maman. Donc c'est ce qui nous a amené à cette situation. Et donc, ce qui quand même, il faut retenir, c'est que Henri Konan Bédié succède à un homme quand même qui avait un charisme, Houphouët-Boigny. Donc il n'avait ni le charisme, ni l'aura de Houphouët-Boigny, quand même, qui était, disons, le négociateur de cette politique France-Afrique, qui était la tête de proue de la politique française. Donc, il n'avait pas cette carrure-là. Donc, les tensions économiques, politiques allaient en crescendo. Donc, ce qu'il a fallu, disons, ce qui s'est passé en 99 avec ce coup d'État de Guy Robert, qui ne fait qu'une année après une élection et qui est battu par Laurent Gbagbo. On a vu comment cette succession aussi s'est faite. Donc, c'est une accumulation non seulement de frustration, de changement dans l'espace politique et qui continue. Ce sont les mêmes acteurs aujourd'hui. C'est pourquoi je parle de candidats d'indépendance qui sont toujours là et les visages ne changent pas. Sauf peut-être Kakabe qui a 58 ans, qui se présente comme étant le candidat de la jeunesse. Ousmane Tounkara. Oui, je pense que l'origine de la crise ivoirienne, en fait, la crise a éclaté parce que l'après Houphouët-Boigny n'a pas été suffisamment préparé. C'est vrai que Henri Konan Bédié, le successeur constitutionnel, a pris le pouvoir, mais au sein de Houphouët-Boigny lui-même, et même en dehors de la classe politique dirigeante, il y avait des gens qui aspiraient briguer la magistrature suprême du pays. Et ça ne pouvait pas être facile pour Bédié. Parce que Diba le rappelait tout à l'heure, Bédié, il a succédé à quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de l'Afrique, qui connaît les relations internationales, il a un charisme
il a quand même géré le pays pendant plus de 30 ans. Il a géré l'Afrique voilà. francophone. On ne peut pas gérer un pays pendant plus de 30 ans sans qu'il y ait des problèmes. Mais durant tout le règne d'Houphouët-Boigny, on a vu qu'il y a quand même une stabilité politique en Côte d'Ivoire, une stabilité économique en Côte d'Ivoire. Donc on n'entendait pas, c'est au temps de Robert Gueye qu'on a entendu un bruit de bottes en Côte d'Ivoire. Sinon, tout le temps qu'Houphouët-Boigny exerçait le pouvoir, on n'en a pas entendu. Donc, il fallait avoir un successeur de la poigne d'Houphouët-Boigny pour pouvoir continuer la gestion du pays et avec le nouveau vent, parce que c'est vraiment de la démocratie. Quand Houphouët-Boigny décédait, on ne pouvait pas imaginer la nouvelle donne de l'exercice du pouvoir politique ne permettait pas à quelqu'un de faire plus de 2 mandats à la tête d'un pays. S'il ne fait pas un forcing, c'est vrai, malheureusement, nous sommes en train de le... Et il aurait été difficile pour quiconque, à mon avis, même si c'est Alassane qui succédait à Houphouët-Boigny, d'être de sa trempe. Parce que quand même le père de l'indépendance, c'est le père, il est considéré comme étant le Nana Boigny, donc le père de toute la nation ivoirienne. Ça aurait été difficile pour quiconque de le faire. Mais sur le plan économique, si HKB, Henri Konabédié, avait réussi tout de même à tenir le flambeau, économiquement parlant, peut-être que ça aurait pu éviter ce coup d'État. Ouais, ça, quand même, on peut le lui reprocher parce que, quand même, il y avait les jalons. Il y avait les jalons. Tout le monde sait que Alassane Dramane Ouattara, c'est un fin économiste. Ouais. Il était le premier ministre de Houphouët-Boigny. Donc, il a engagé des réformes, il a bénéficié de la protection du vieux qui connaît très bien les relations à l'international, qui connaît très bien le pays, qui connaît toutes les communautés ivoiriennes, qui s'est basé sur la terre pour faire de l'économie ivoirienne une économie que nous connaissons tous. Parce que à l'époque, la Côte d'Ivoire, c'était la vitrine. C'était la vitrine, en tout cas économiquement, en Afrique de l'Ouest ici. Mais après... la succession n'étant pas bien préparée, il y avait des personnes qui voulaient vraiment s'emparer du pouvoir pour l'exercer, pour faire comme le vieux, alors que ce ne sont pas les mêmes moments. On peut dire que quand Houphouët-Boigny était en train d'exercer le pouvoir, il n'y avait pas autant de prétendants. Je veux dire une chose rapidement. Nous allons revenir en plateau pour continuer cette émission spéciale sur la présidentielle ivoirienne. Merci donc de nous écouter à la Radio Espace. Vous qui nous suivez également sur Espace TV ici à Conakry, en Guinée et à l'international. L'une des péripéties de cette crise, c'est sûrement l'élection présidentielle de 2010, qui pourrait être l'origine de la pomme de discorde entre le président Koudou Laurent Gbagbo et l'actuel président sortant Alassane Dramane Ouattara. Cette pomme de discorde, il s'en suivra ce que nous connaissons, un conflit armé avec un bilan officiel de 3000 morts. Idrissa Bari vous amène dans ce pan de l'histoire ivoirienne. À l'issue de l'élection présidentielle de 2010, qui devrait normalement se tenir en 2005, mais repoussée à plusieurs reprises, Laurent Gbagbo est donné battu par Alassane Ouattara, par la Commission électorale indépendante CEI et la quasi-totalité de la communauté internationale. Mais il est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Il refuse alors de quitter le pouvoir, ce qui entraîne une crise militaire de plusieurs mois. Il sera finalement arrêté le 11 avril 2011 par les forces nouvelles, proche d'Alassane Ouattara. Tout ce qu'il faut. Déposer les armes. Voilà. Déposer les armes. Oui, mais de toutes les façons, on avait déjà compris ça, que nos gens déposent les armes. Non, c'est pas comme dites aux gens, monsieur, je vous demande d'arrêter la guerre, d'arrêter les armes. C'est tout. Non, ne passez pas à côté. Je ne passe pas à côté. Nous avons déjà conclu d'arrêter. Avec qui? Les tirs. Avec qui? Nous-mêmes. Répétez, c'est pour. J'ai appelé des gens ce matin, vous savez ça? J'ai appelé des gens hier, vous savez ça? Ça fait 4 personnes. Mourou, on a tué quelqu'un chez vous? Mourou, on a battu quelqu'un là-bas? On a battu quelqu'un. Il va parler. Vas-y. C'est bon les gars, on nous laisse. Monsieur le président sortant. Voilà. Nous avions arrêté ce matin à l'aurore d'arrêter les combats. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai permis à Tagro de sortir avec un mouchoir blanc. C'est
Incarcéré auprès de la Cour pénale internationale à La Haye, il est acquitté par les juges de première instance en janvier 2019. Mais quelle est la genèse de cette crise ivoirienne? La crise politico-militaire en Côte d'Ivoire ou guerre civile ivoirienne commence le 19 septembre 2002. Un début de solution se profile le 24 janvier 2003 avec la signature des accords de Linas Marcoussis. Je n'accepte la photo que si je suis Premier ministre de Côte d'Ivoire. Cependant, une brusque crispation en novembre 2004 remet en cause toutes les avancées obtenues jusque-là. Avec la signature de l'accord politique de Ouagadougou le 4 mars 2007, une promesse de règlement final se dessine avant d'être remise en cause à l'occasion de la présidentielle ivoirienne de 2010, dont le second tour s'est tenu le 28 novembre de la même année. Les deux camps s'accusent mutuellement d'intimidation envers les électeurs dans certaines régions. Selon le rapport de la commission d'enquête nationale rendu en août 2012, la crise a fait plus de 3000 morts. Le 6 août 2018, dans une adresse à la nation à l'occasion de la fête d'indépendance, le président Alassane Dramane Ouattara a proclamé l'amnistie pour les crimes commis lors de la crise. Cette amnistie a bénéficié à près de 800 personnes, poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010. Sur les 800 personnes concernées, 300 dont l'ex-première dame Simone Gbagbo étaient détenues. J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnistie à faire en sorte que notre pays ne revive plus jamais de tels événements et ne sombre plus jamais dans la violence. Nous devons tous prendre conscience de l'extrême nécessité d'installer de façon définitive une société de responsabilité où chaque citoyen doit répondre de ses actes. Human Rights Watch a de son côté déploré cette amnistie qui a gelé les poursuites judiciaires qui étaient en cours en Côte d'Ivoire contre des officiers et dirigeants politiques impliqués dans des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et d'autres graves atteintes aux droits humains dans un communiqué publié le 6 mai. Human Rights Watch n'est d'ailleurs pas la seule ONG à reprocher cette impunité à l'État ivoirien. Le 15 janvier 2019, après 3 ans de procès, la Cour pénale internationale a acquitté Laurent Gbagbo et son ex-bras droit Charles Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité retenues contre eux après les violences post-électorales avant d'ordonner le 1er février leur mise en liberté conditionnelle. Deuxième rappel historique signé Idrissa Barry. Retour donc sur ce plateau avec deux nouveaux invités, un confrère, donc monsieur Fabara Koné qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir Moussa Moïse, bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs. Nous recevrons également monsieur Ibrahim Khalil Diakité, journaliste. Il a été aussi rédacteur en chef de la radio des Nations Unies en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir Moussa Moïse, merci. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau, merci. Alors, nous venons de suivre un rappel historique qui débute en 2010 au lendemain de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, ce moment, qu'est-ce que ce moment vous rappelle, doyen? 2010, c'est une période assez charnière dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. La crise dure depuis l'élection du président Laurent Gbagbo, contre lequel il avait le général Robert Gueye, comme on l'appelait en Côte d'Ivoire, le Père Noël en treillis, parce que son coup d'État simplement est arrivé en décembre. Donc, dans un gros cafouillage, le président Laurent Gbagbo est élu. Général Robert Gueye a voulu faire dans un premier temps du forcing. Malheureusement, il n'avait pas pour lui la communauté internationale et puis les forces politiques du pays. Et donc, Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est proclamé vainqueur de cette élection. Et quelques années plus tard, déjà 2 ans juste après, 2 ans juste après, éclate ce qu'on a appelé la rébellion, avec qui connaît la partition, qui consacre la partition du pays. La zone nord occupe les FAFN, les forces armées des forces nouvelles, et puis la zone sud qui reste sous le contrôle du gouvernement légal, le gouvernement élu. J'appelle gouvernement élu, j'appelle gouvernement légal, le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Et à la suite,
Gbagbo n'arrive pas à gouverner correctement, parce que simplement cette rébellion veut une redistribution des cartes. Et donc la rébellion s'installe au nord et branle-bas de combat. Les forces françaises sont sur place. Une mission des Nations Unies est créée. Et ces deux ensemble arrivent à créer une zone qu'ils ont appelée la zone tampon. C'est-à-dire un peu au nord de Bouaké, donc un peu au sud de Bouaké. Vers Diokoué. Oui. Donc vous avez la partie nord qui reste sous le contrôle des forces armées, des forces nouvelles, qui avait pour secrétaire général l'ancien président de l'Assemblée, Guillaume Soro. Et puis vers le sud, le gouvernement légal conduit par Laurent Gbagbo. Donc, de tractation en tractation, les Nations Unies s'installent dans ce contexte-là. Et apparemment, les Nations Unies seules n'arrivent pas à contrôler la situation. Elles remplacent d'abord une force de la CEDEAO. Et puis les forces françaises sont sur place. À l'époque, on les appelle la force Licor, donc sont sur place. Et puis ensemble, on essaye de trouver un modus operandi, voilà, pour essayer de mettre un terme à la crise. Le président Gbagbo est certes aux commandes, mais il ne commande qu'une moitié du pays. Et donc c'est ainsi que, de bouche à oreille, on souffle un peu à la classe politique ivoirienne que le président burkinabé, à l'époque le président Blaise Compaoré, peut aider à la résolution de la crise. Et donc on le choisit comme médiateur, et c'est lui qui vient avec les accords de Ouaga. Il y a eu les accords de Ouaga 1, bien après les accords d'Accra. Les accords de Lomé et les accords d'Accra. Donc les accords de Ouaga posent les jalons de la réconciliation. Et c'est après les accords de Ouaga que les Nations Unies, le mandat des Nations Unies mute. Et on dit aux Nations Unies, vous avez à accompagner 3 opérations. Vous avez d'abord à conduire l'identification, parce qu'il y avait plein d'Ivoiriens, plein de jeunes Ivoiriens qui n'avaient pas de papiers d'identité, même le simple extrait de naissance, le simple jugement supplétif ou l'extrait de naissance, c'était un lieu de jugement supplétif, ils n'avaient pas ça. Donc, les Nations Unies reçoivent pour mandat d'accompagner cette opération d'identification. Ils reçoivent pour mandat d'accompagner aussi l'enregistrement des électeurs, et ils reçoivent mandat de faire la certification. C'est la fameuse certification qui la certification des résultats du scrutin. Parce qu'on a compris que ça allait être un problème à la longue. Ça allait être un gros problème à la longue. Donc, les accords de Ouaga essaient de poser les bases, n'est-ce pas, de la réconciliation, d'abord des élections. Donc, c'est un peu dans ces circonstances qu'arrivent les élections de 2010. Donc, les élections de 2010, Blaise Compaoré jouit de toute son aura et de toute son influence dans la zone. Il fait le tour des chefs d'État et tout le monde est d'accord pour qu'il continue d'influencer, de jouer sa partition dans la réconciliation des Ivoiriens. Donc toutes ces opérations, les opérations d'identification sont menées dans la foulée, le recensement des électeurs est fait dans la foulée, et puis ensuite, Choi arrive comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies avec le mandat de certifier les élections qui vont avoir lieu. Donc c'est dans ce contexte qu'on va aux élections. On va aux élections et Alassane fait la paix entre-temps. La paix des braves, entre-temps, avec son aîné, Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié. Pour faire un peu bref, pour aller un peu plus rapidement. Donc ils font la paix, mais ils sont tous d'accord de se présenter au premier tour de l'élection présidentielle. Donc ils vont tous les 3, ils sont un peu plus nombreux, ils vont au premier tour de l'élection présidentielle. Après le premier tour, je crois, le président Laurent Gbagbo arrive en tête, avec un peu plus de 30%. Le président, il est suivi du président Alassane Ouattara, qui a aussi un peu plus de 30%, et le président Henri Konan Bédié, qui a plus de 25%. Donc il était clair et établi pour tout le monde
qu'il y aurait un second tour de l'élection. On se rappelle encore de ce débat, de ce face-à-, entre Alassane Dramane Ouattara. Historique d'ailleurs, c'était une première dans ce pays, entre Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo. Les deux candidats s'étaient engagés à donc prôner la paix et à reconnaître les résultats qui seront proclamés par la commission électorale indépendante de ce côté. Monsieur Koné, vous avez suivi également cette péripétie parce que la crise ivoirienne a marqué plus d'un au-delà des frontières de ce pays. Oui, déjà en tant que Guinéen, en tant que pays frontalier à la Côte d'Ivoire, je voudrais aborder cette question-là par le biais de la question de la frontière. C'est-à-dire qui a même joué, c'est pour permettre d'éclairer cet aspect-là. C'est-à-dire que les pays, en fait, la crise ivoirienne, il ressort de cette crise le fait que les pays frontaliers sont d'une manière ou d'une autre impliqués, en tout cas sont touchés. C'est-à-dire que même les frontières, là je m'appuie sur un exemple pratique. La frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, par exemple, les communautés qui vivent là sont entrepénétrées d'une certaine façon. Donc, et la crise ivoirienne, lorsqu'elle a atteint, parce qu'effectivement, c'était intéressant ce dont vous parliez avant, c'est la question de l'ivoirité. Mais il faut dire, et ça c'est important de le rappeler, qu'avant l'ivoirité, quand Alassane Ouattara était Premier ministre, c'était à la faveur d'une crise économique. En gros, on l'a fait appel en tant que technocrate, technicien, économiste, pour venir trouver des solutions à cette crise-là, cette crise économique. Et l'une des mesures impopulaires qu'il avait prises comme solution pour régler le problème de la crise était la fameuse carte de séjour. Oui. C'est pour ça que quand la crise a commencé, quand on commençait à taper sur Bédié pour lui reprocher l'ivoirité, on entendait aussi... Oui, mais c'est pas lui qui a fait la question de la carte de séjour. Mais quel est le lien entre la carte de séjour et la question de l'ivoirité, tout de même? Non, ce que je veux dire, c'est très important. C'est-à-dire que la question de l'ivoirité... Non, justement, c'est à ça que je vais arriver. C'est normal, quoi, au fait, à mon avis. Qu'on puisse quand même dans un pays identifier ceux qui sont étrangers et tout. Mais justement, tout le monde n'est pas ivoirien. Pour un pays où, quand on demande, on est quand même dans un pays où le président de la République, Nana Félix Houphouët-Boigny, le vieux crocodile entre guillemets, prônait la paix. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Vous savez, mais c'est vrai aussi que l'image que la Côte d'Ivoire renvoyait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est Abidjan, la cosmopolite, c'est la Côte d'Ivoire qui est accueillante, l'hospitalité. Imposer une carte de séjour, est-ce que c'est xénophobe? Mais non, mais bien sûr. Par rapport à la carte de séjour, je crois qu'il faut planter un peu le contexte, peut-être le décor. La carte de séjour s'inscrit dans une série de mesures que Alassane Ouattara met en place pour essayer de remettre l'économie, parce qu'il arrive dans un contexte de crise économique aiguë. Et le vieux, comme on l'appelait, le vieux Houphouët-Boigny, est débordé. Il s'est senti un peu débordé, dépassé par les événements. Il y a d'abord l'âge, il y a la maladie déjà qui le rongeait. Et donc, il trouve un expert qui est venu de la BCEAO. Alassane Ouattara était déjà gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il le trouve. Alassane Ouattara met en place une batterie de mesures pour essayer de restructurer un peu l'économie. Donc, la carte de séjour fait partie. Vous vous rappelez des questions des baux, les bâtiments administratifs, ils mettent de l'ordre. Il y en a qui sont partis à la retraite, qui continuent d'occuper ces bâtiments. Il y a la question des enseignants. Il y a la question, comment on appelle ça, du café cacao. Il y a la question des grandes caisses qu'ils ont, la caisse de stabilisation et la caisse d'amortissement. Et puis, il y a aussi cette question, ils disent que non, que les étrangers représentent une certaine proportion de la Côte d'Ivoire. À l'époque, je ne sais pas si c'était encore le même chiffre, mais à l'époque, maintenant, on dit que les étrangers représentent à peu près 25%, c'est-à-dire le quart de la population ivoirienne. Ce qui est énorme tout de même. Ce qui est énorme, et ce qui est quand même une source de revenus. Donc, on n'avait pas, il y a la frontière entre les étrangers et les nationaux était
était très tenu. Donc, Alassane Ouattara, l'une des mesures, mais la mesure de la carte de séjour faisait partie d'un package qu'il avait conçu pour mettre l'économie à flot. Mais ça n'avait rien à voir avec l'ivoirité. Ça n'avait absolument rien à voir. Mais je n'avais pas terminé, j'ai été interrompu, j'ai sagement attendu. Mais je veux faire un lien, parce qu'effectivement, c'est pas loin. Ça n'a rien à voir, apparemment, je suis d'accord avec vous, je concède, mais là où ça va se rapprocher, c'est que ces mesures-là ont frappé des étrangers. Et quand on va plus loin, quand on revient sur l'ivoirité, justement, lorsque cette ivoirité, ce concept a été utilisé pour empêcher d'autres, ça a frappé beaucoup d'étrangers. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de Burkinabés qui se sont installés depuis très longtemps en Côte d'Ivoire ont acquis la nationalité. Beaucoup de Guinéens, de Maliens, tous les pays qui font frontière avec la Côte d'Ivoire. Moi, je sais exactement de quoi je parle parce qu'effectivement, je viens de Senko qui est à la frontière. Vous avez dans nos pays, et c'est très important ce que je vais souligner, vous avez dans nos pays à la frontière des villages, il y en a pas mal, il y a une dizaine au moins pour les villages guinéens. Dans le Goy, dans le Horodou par exemple, vous avez des villages, les villages sont sur le territoire guinéen et les champs sont sur le territoire ivoirien. Ces gens-là, pour avoir la nationalité, parce que la plupart de leur temps, dès qu'ils grandissent, ils franchissent, ils vont en Côte d'Ivoire, quand les gens ont acquis la nationalité, ces questions des cartes de séjour ont remis en cause beaucoup de gens qui étaient déjà ivoiriens. Mais si vous êtes devenu quand politiquement, à la base quand même des documents légaux, je ne vois pas comment est-ce que la question de l'ivoirité peut remettre en cause. Mais bien sûr, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de tracasseries. C'est pour ça justement que je suis allé chercher cet exemple-là. Effectivement, des gens qui avaient la nationalité, qui vous êtes Bamba, Diomandé, Camara, à un moment donné, à la police, vous êtes soupçonné d'être un étranger, du fait de votre patronyme. Ça, c'est une réalité. Et donc ça a créé déjà des problèmes. C'est pour ça que je fais le lien avec l'ivoirité. C'est-à-dire officiellement, sur les textes, il n'y a pas de lien. Mais dans la pratique... Alassane Ouattara a réfléchi à un économiste pour renflouer les caisses de l'État. Mais socialement, ça crée des problèmes. Voilà, je vais plus loin. Même les rafles qui étaient organisées pour contrôler, effectivement... moi, je me souviens très bien, parce qu'à l'époque, j'y allais régulièrement. Vous avez un nom, vous avez la carte d'identité nationale, vous êtes Koné, je suis Koné en plus, vous êtes Koné. Personnellement, j'ai été confronté à ça avec un oncle en fait. Vous êtes Koné, vous êtes Camara, etc. Même d'autres noms qu'on peut retrouver au Mali ou au Burkina. Et systématiquement, ou en Guinée, on vous dit, mettez-vous de côté, on va vérifier devant. Vous savez, avec nos forces de sécurité, ça c'est dans tous nos pays, très rapidement, les mesures qui sont prises, qui souvent peuvent avoir, on va dire, qui peuvent être objectifs, peuvent rapidement glisser pour les raquettes. Avec la manipulation, voilà, bien sûr. Et ça a joué, je pense que ça a joué. Ce qui a rapproché ces deux positions, et c'est d'ailleurs, là je veux rapidement revenir sur une autre question, parce qu'effectivement, la crise ivoirienne aussi a cette particularité que les clivages politiques ont souvent tendance à glisser à entraîner vers les clivages ethniques. Non, pas ethniques en Côte d'Ivoire en premier lieu, plutôt religieuses. À l'inverse de la Guinée. Généralement, là-bas, effectivement, les clivages politiques conduisent très souvent aux clivages religieux. D'accord. Voilà. Jacques Lewaleno. Il y a un aspect que je voulais évoquer sur la crise de 2010 et puis bien entendu toute la décennie 2000-2010, c'est le rôle de la France dans cette crise parce que c'est important. La France a une présence importante sur le territoire et c'est elle qui va quand même jouer de son influence auprès de la communauté internationale pour amener tous ces accords et son rôle va être prépondérant durant toute la décennie et ce qui va arriver bien entendu avec cette élection de 2010. Donc on parle de la force licorne, mais ce n'est pas seulement au sein de l'ONUCI qu'on va agir, on va agir aussi parallèlement. Par exemple, pendant la bataille de 2010 qui a permis de déloger Laurent Gbagbo, le rôle de la France a été vraiment prépondérant. Et puis sur l'accord de Ouaga, il y a eu quand même quelques résolutions qui ont un peu mis Laurent Gbagbo dos au mur parce que déjà en 2005 il n'a pas réussi à organiser la présidentielle à la fin, ce qui était en principe la fin de son premier mandat, mais la guerre étant là, on ne pouvait pas organiser une élection sur l'ensemble du territoire. Donc il était dos au mur avec par exemple le choix qu'on a fait de meubler
la commission électorale indépendante avec une présence importante à l'intérieur des représentants de l'opposition. Donc, finalement, on a vu ce qui va arriver, des tensions à l'intérieur même de l'institution, et c'est devant une chaîne internationale qu'on va annoncer ces résultats qu'on a tous entendus, et puis la bataille qui a éclaté, on déchire les résultats devant l'opinion. Donc, je pense que le rôle de la France a été prépondérant, et Alassane Ouattara, je pense qu'il a bénéficié un peu du soutien de la France, de sa proximité avec ceux qui dirigeaient la France à l'époque. Je veux parler notamment de Nicolas Sarkozy, qui est son ami, et ça se voyait, et ça a bien pu, n'est-ce pas, se sentir. Mais il n'y avait pas que la France, la communauté internationale. Oui, la communauté internationale de la Côte d'Ivoire. Ce que je veux dire, à chaque fois, quand on parle de la communauté internationale, il y a un pays qui tient le leadership, qui essaie, n'est-ce pas, de convaincre d'autres à soutenir une telle idée. Le doyen parlait tout à l'heure comment on appelle ça, de l'ancien président burkinabé Blaise. Blaise avait une certaine notoriété en Afrique de l'Ouest, donc il a quand même joué de l'influence. Sinon, il y a eu beaucoup d'accords avant, mais qui n'étaient pas allés jusqu'à donner mandat à une personnalité étrangère de certifier les résultats d'un pays souverain. Parce que c'est là le représentant du secrétaire général des Nations Unies qui a certifié les résultats en Côte d'Ivoire, il ne faut pas l'oublier. Donc on était allé très loin. Mais peut-être qu'il fallait ça pour avoir un vainqueur. Mais encore une fois, ce n'était plus assez souverain de la part de la Côte d'Ivoire d'avoir une autre personnalité qui n'est pas du pays pour certifier, n'est-ce pas, des résultats. Monsieur Diakité, quand on regarde de près cette partie de l'histoire ivoirienne, de la crise ivoirienne, on se dit le sort de Laurent Gbagbo était peut-être scellé à l'avance. Parce que il se passait également que des décisions avaient été prises, notamment pour que le pays puisse avoir une souveraineté monétaire. La monnaie qui devait circuler, donc le franc CFA devrait être remplacé déjà. Donc quelques mesures qui ont été prises. Est-ce que tout cela n'a pas contribué à mettre Laurent Gbagbo dos au mur et donc à amener la France à s'engager dans ce combat? Bon, je pense que vous avez parfaitement raison de faire cette analyse, mais les mesures prévues par le président Laurent Gbagbo l'étaient beaucoup plus théoriquement. C'est-à-dire que dans la pratique, ce n'était pas si évident. Vous contrôlez 50% du territoire national, vous ne collectez pas l'impôt sur tout le territoire national. Il y a une partie de la population aussi qui ne se reconnaît pas dans votre politique, dans votre démarche. C'est un peu difficile par rapport à la légitimité de faire endosser certaines options, de faire prendre des choix, c'est-à-dire au niveau de la souveraineté, au niveau de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc les mesures, c'est vrai, c'était de très beaux discours, mais leur ancrage avec la réalité était tout autre. Mais dire déjà que a priori il y avait un complot international contre Laurent Gbagbo, c'est difficilement, on peut apporter les preuves difficilement. Parce que d'abord, les accords de Linas Marcoussi demandent que tout le monde soit candidat. Il y a eu d'autres médiateurs. Le médiateur Thabo Mbeki qui fait pression, voilà, les accords de Pretoria, Thabo Mbeki fait pression sur Gbagbo parce que ce qu'on semblait dire à l'époque, ils sont tous de l'international socialiste. Voilà, donc il fait pression et dit non, il faut laisser tout le monde être candidat. Sinon, en réalité, la candidature du président Bédié ne posait pas, en tout cas en 2010 déjà, la candidature de Bédié ne posait pas trop de problème. C'est la candidature de Ouattara qui posait problème parce que il y avait les dispositions constitutionnelles qui, en fonction desquelles il ne pouvait pas être candidat selon l'analyse que faisait l'autre camp. Donc, Thabo Mbeki fait la pression, les accords de Linas Marcoussi étaient passés par là, les accords de Ouaga sont venus renforcer tout ça. Donc, dire a priori qu'il y avait un complot international contre Gbagbo, c'est fort possible. Voilà. Je pense que d'autres politiques pourraient peut-être faire l'analyse. Pour le prendre, il a fallu tout de même la percée de la force non, de toute façon, de l'armée française dans le domicile, dans le bunker de Gbagbo. Je pense que c'était une cause perdue. Ça, c'était une cause perdue. Parce que à l'époque, c'est facile, avec le recul, aujourd'hui d'en parler, mais ceux qui ont vécu dans la braise
dans les braises de cette action savent ce qui s'est réellement passé. C'était juste différé. On pouvait juste différer. On pouvait juste différer la reddition de Laurent Gbagbo. Ce n'était pas possible dans ce contexte-là, dans ce contexte. Parce que l'élection présidentielle, ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle, je ne sais pas si il faut dire que les soutiens de Laurent Gbagbo l'ont beaucoup aidé. Parce que quand devant les caméras du monde entier, vous venez, il y a 3 procès-verbaux seulement qui restent pour qu'on conclue la proclamation des résultats. Vous venez, vous arrachez devant les caméras du monde entier. Vous déchirez, vous détruisez les procès-verbaux des circonscriptions. C'est-à-dire que, quelle que soit vraiment votre raison, quelle que soit la justification de cet acte, ça devient très compliqué pour vous d'aider votre camp. Et puis de toute façon, Alassane avait réussi à solder son contentieux avec son aîné Henri Konan-Bédié. Et ils étaient déjà d'accord, il y avait un accord électoral entre les deux qui représentait un peu l'opposition pour dire que celui qui arrivait second au premier tour, au terme du premier tour, apportait second au premier tour entre les deux, celui qui arrivait troisième ou deuxième, apporterait son soutien à celui qui est premier entre les deux. Donc c'est ce qui fut fait. C'est ce qui fut fait. C'est un problème d'accord. Non seulement il y a l'accord. Accepter tout le contenu de l'accord. Oui, l'accord de Ouaga. Tout à fait. Parce que je le rappelais tout à l'heure, lorsque à l'intérieur de la CI, on propose une réforme qui bien entendu peut vous être défavorable, mais vous l'acceptez parce que peut-être il pensait que les Ivoiriens voulaient encore de lui comme avant. Ensuite, on va jusqu'à dire on pourrait, lorsqu'il y a opposition véritable, que les Nations Unies certifient les résultats. Je pense que c'est ce qui a été fait et il était juste considéré à la fin de la crise comme quelqu'un qui confisquait le pouvoir. Mais l'exclusion, M. Koné, de Alassane Ouattara, de toute cette communauté qui s'identifie à lui, a peut-être été aussi l'une des causes de cette crise-là. Je n'ai pas compris la question. L'exclusion de Alassane Ouattara et de toute cette communauté qui s'identifie à lui a peut-être été l'une des causes de cette crise. Oui, je pense que ça a effectivement contribué. Ce qui est sûr, quand on est en politique ou dans n'importe quel autre secteur, il est clair que l'option de l'exclusion ne facilite pas les choses. Donc effectivement, voilà, je confirme que cette exclusion a joué pour beaucoup là-dedans. Maintenant, on peut aujourd'hui, avec le recul, continuer à s'interroger pour savoir. Je pense que pour ce qui est de la crise politique en Côte d'Ivoire, je pense qu'il serait prudent d'éviter de se situer à un seul niveau ou de vouloir trouver l'origine ou la cause de la crise à un seul endroit. Pourquoi? Oui, parce que c'est un processus. Ça c'est venu de la politique. Et il faut regarder la politique aussi comme un processus qui se met en place sur le temps. C'est le résultat de plusieurs situations qui se mettent en route. C'est un long chemin. Ce sont des anomalies au début qui n'ont pas été corrigées et qui ont conduit à une guerre civile qui a quand même coûté la vie à 3000 personnes. Aujourd'hui, ça peut être facile de dire oui, on n'a pas réglé ça. Mais le doyen disait tout à l'heure, quand on est dans les braises, quand on est dans les braises, on n'a pas suffisamment, c'est facile quand on est à distance de dire oui, on aurait dû faire ça. Moi j'ai entendu dire que on impute souvent cette crise à l'origine, on impute cette crise au Houphouët-Boigny. Mais je veux dire, en prenant appui même sur les principes démocratiques, est-ce que ce serait rationnel de dire lui, il était au pouvoir, il n'a pas préparé sa succession. Il n'appartient pas, au regard des principes de la démocratie, à un président en exercice de préparer sa succession. Un président en exercice, quand même. Oui, ce que je veux dire. Non, mais en termes de prendre un dauphin, c'est pas... Non, 33 ans. Il s'agit quand même de Félix Houphouët-Boigny et il s'agit aussi de la Côte d'Ivoire. Prenez un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Prenez toutes les multinationales françaises. Elles sont toutes en Côte d'Ivoire. Vous prenez Bouygues, vous prenez Sor, vous prenez le Café Cacao, vous prenez Nestlé, vous prenez Total à l'époque, vous prenez aujourd'hui Orange. Toutes les multinationales françaises et occidentales sont représentées en Côte d'Ivoire. Avec des sièges sous-régionaux. Avec des sièges.
et vous prenez les forces françaises. Les forces Likon, c'était plus de 1000 hommes. Oui. C'était plus de 1000 hommes au début, les forces Likon. La réforme a eu lieu jusqu'à devenir force française en Côte d'Ivoire. Donc la France a tellement investi en Côte d'Ivoire que c'était pratiquement la vitrine de la France en Afrique. La Côte d'Ivoire était un peu la vitrine de la France en Afrique. Et l'une des vitrines, parce qu'il y a le Sénégal, il y a le Gabon plus loin, mais pour la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, la porte d'entrée du France-Afrique, c'était vraiment la Côte d'Ivoire. En plus du Sénégal, mais c'était vraiment ça la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire. Vous avez les forces françaises là-bas, vous avez toutes les multinationales. Il n'était pas évident que la France laisse faire un certain désordre en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Ses intérêts étaient tellement importants que... sinon, à l'époque, c'était l'époque des coups d'État, mais Houphouët-Boigny a fait 33 ans. 33 ans, il n'y a pas eu de coup d'État. Personne n'a osé lever le petit doigt. Je vous conte l'anecdote par rapport au général Guéhi. Le général Guéhi est arrivé chef d'état-major très jeune, parce qu'il avait à peu près 49 ans. Bon, comme il était assez remuant dans l'armée, Houphouët a dit que non, je vais le nommer comme chef d'état-major. Au moins, j'aurai l'œil sur lui. Au moins, j'aurai l'œil sur lui. Et les gens lui disent, mais tu as fait une erreur, vous avez fait une erreur, monsieur le président, parce que le monsieur que vous venez de bombarder comme chef d'état-major de l'armée n'est pas un agneau. Et il dit, bon, mais de toute façon, s'il aime le bien matériel, s'il aime l'argent, je lui en mettrai plein dans les poches et comme ça, il va se taire. Et c'est comme ça qu'il a géré. Mais après, quand, le vieux, lui, a su gérer le militaire de Kabakouma, le général Guéhi, jusqu'à son décès. Jusqu'à son décès, il était chef d'état-major de Houphouët-Boigny. Oui. Donc, c'est un peu vous dire comment Houphouët a un peu géré la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était assez prospère, donc il a mis l'argent au service de la politique, au service du pouvoir, et ça a beaucoup stabilisé la Côte d'Ivoire du temps de son règne. Mais bon... il fallait s'attendre à ce que nous sommes en train de vivre. Ce que nous sommes en train de vivre, parce que c'est des choses qui n'ont été que reportées. Parce que même pour en venir d'abord à l'intangibilité de l'article 11, qui désignait de facto le président de l'Assemblée nationale comme défunt constitutionnel, pour en venir à cet article, il y a eu beaucoup de choix, il y a eu beaucoup de remous au sein du PDCI, l'appareil du PDCI. Plein de personnalités du PDCI ont été mises à l'écart pour que ce principe-là de l'article 11 soit respecté. Et je crois que Ouattara même a pensé que le fait qu'il était en train de remettre l'économie sur les rails, qu'il avait essayé de rendre la Côte d'Ivoire encore de nouveau fréquentable, de redresser un peu les indicateurs macroéconomiques, il a pensé que cela suffisait pour déboulonner l'article 11. L'article 11, à cette époque-là, était, on peut le dire, coulé comme dans du marbre. C'était un peu ça. Oui, voilà. Ce que je veux dire pour effectivement rejoindre le doyen, c'est que Amadou Kourouma, paix à son âme, l'auteur de Les Soleils des Indépendances, avait dit lors de son dernier passage ici, c'était en 2002 j'imagine, et ça on avait trouvé ça très curieux. Il a dit, attention, le président Houphouët-Boigny, en fait, l'indépendance, il avait comme ça une critique très acerbe contre cette période-là, où il disait que nos pays ont été remis à des dictateurs. Qu'il ne faut pas voir le président derrière sa sagesse. Il y avait tout un travail qui était fait pour museler les voix dissidentes, pour vraiment gérer le pays voilà, sans partage. Non, donc, en fait Houphouët avait un souci primordial. Il avait construit la bourgeoisie agricole qu'on connaît pour la Côte d'Ivoire. Vous avez des paysans ivoiriens qui étaient à l'époque de Houphouët, qui étaient multimillionnaires en francs CFA. Et par rapport au café et au cacao. Donc peut-être qu'il a dû se dire, il a dû faire des calculs. Tiens, c'est pas bon que dans un contexte, dans un tel environnement de prospérité qui commence, c'est pas bon qu'il y ait l'instabilité des coups d'État. Donc il a mis son argent, l'argent de la Côte d'Ivoire au service de la stabilité du pays.
Et donc, je crois qu'il a voulu éviter aussi les remous parce que... en coulant dans du marbre l'article 11 qui assurait la dévolution du pouvoir au président de l'Assemblée nationale. Nana Houphouët-Boigny avait les yeux et les oreilles partout. Je me rappelle encore de l'approche qu'il a faite. Il a envoyé des émissaires auprès des jeunes, entre guillemets, loubards, des jeunes des quartiers, des bas quartiers, qu'on appelle les IGI en Côte d'Ivoire. Donc, parmi lesquels faisait partie John Pololo, par exemple. Il allait les rencontrer, ces émissaires, et ces jeunes ont été reçus par Houphouët-Boigny notamment au palais présidentiel. Il a pactisé avec ces jeunes. Donc c'était vraiment une politique assez accomplie dans sa tâche. Peut-être c'est une raison pour laquelle la Côte d'Ivoire était stable. Stabilité. Maintenant, la grosse question qui s'est posée, c'est comment on pouvait transférer le pouvoir sans qu'il n'y ait des difficultés. Je l'ai dit, dans l'Afrique francophone, je crois que c'est l'un des rares pays, le Sénégal qui l'a fait parfaitement, parce qu'il n'y a eu ni de coup d'État, et puis il y a eu la transition, et aujourd'hui ça... Non, bon, il y a eu des difficultés à un moment donné. Il y a eu des difficultés à un moment donné, mais pas de la même... voilà, assez négligeable. Mais les autres pays francophones, on a vu ce qui s'est passé, ce sont les coups d'État partout. Peut-être le Sénégal, la Côte d'Ivoire et un peu le Gabon. Après le Gabon, on est plongé dans une longue dictature après Léomba. Ce plateau spécial, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez à la radio Espace, vous qui nous suivez sur Espace TV ici à Conakry, en Côte d'Ivoire, Abidjan, où nous allons, d'où nous allons donc appeler notre correspondant, notre envoyé spécial Antoine Kourouma. Merci donc de votre fidélité au groupe Adafo Média. Nous allons poursuivre cette émission spéciale. Juste après cet écran pub, nous allons laisser de la place également à l'édition d'information le 20h.